Quelle est la valeur juridique des actes posés par les gouverneurs déchus par leurs assemblées provinciales? Voilà, pour décortiquer, pour répondre à cette question, nous avons approché Ernestine Nyoka. Bienvenue. Merci, M. Josué, pour votre prestigieuse invitation en ce mois de mars. Ça nous va droit au cœur. Bonne fête aux mamans, même à celles de l'Est, malgré qu'elles sont en train de souffrir. En fait, ce n'est pas la fête, mais c'est nous commémorer nos droits. Nous savons qu'elles aussi ont des droits, on s'y attelle. Voilà, vous êtes avocate, vous êtes au cadre du Parti du Peuple, la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD. Ici, vous êtes comme juriste. Vous n'êtes pas ici au nom du parti, parce qu'il y a lieu de préciser cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, mais ma qualité du parti ne va pas me quitter. Voilà, ok, voilà. Nous parlons aujourd'hui de... Parce qu'il y a quelques gouverneurs à travers la République. Nous avons le gouverneur du Congo central qui a été déchu par l'Assemblée provinciale. Nous avons le gouverneur du Sankourou aussi. Nous avons aussi le gouverneur du Haut-Lomami qui avait été déchu. Mais on semble constater que il continue à prester, il continue à poser des actes. La valeur juridique, la valeur politique, la valeur administrative des actes que ces personnalités posent, vous, étant juriste chevronné, votre lecture? Il y a une lecture simple, même si sur le plan politique, l'on peut faire des conciliabules et continuer à poser des actes, mais du point de vue juridique, lorsque l'Assemblée provinciale s'est prononcée, elle s'est prononcée pour la destitution, le gouverneur de province qui estime qu'il a des droits et que ses droits ont été lésés, il sait qu'il a une juridiction qui va saisir. Je pense qu'en l'occurrence, il doit saisir le Conseil d'État, qui te conseille de pouvoir examiner la question, voir ce qui a été reproché au gouverneur de province par les députés provinciaux, voir si l'élément ou les inquiétudes sont fondées. Si les inquiétudes sont fondées, auquel cas la Cour va confirmer, le Conseil va confirmer la décision qui a été déjà prise par les députés provinciaux, par l'Assemblée. Si la décision, c'est une décision qui est tout à fait biaisée, en ce moment-là, on remet le gouverneur dans ses droits. Qu'à cela ne tienne, nous avons l'impression aujourd'hui que c'est plus l'aspect politique qui a été utilisé. Les gouverneurs de province continuent à poser des actes. Certains, parmi ceux qui ont été destitués, ils ne sont pas préoccupés de saisir la juridiction compétente, mais posent des actes. Quelle est la valeur de ces actes-là juridiquement? Ce sont des actes, on va dire, qui sont nuls et de nuls effets. Mais lorsqu'on va sur le terrain politique, c'est là qu'on voit la difficulté. Je crois que ces gouverneurs de province ont trouvé la force peut-être de pouvoir continuer après les différents conciliabules politiques par peut-être l'adresse du chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation. Le chef avait demandé qu'il y ait moins de soubresauts, de tiraillements, de conflits. Il faut pouvoir créer un minimum de stabilité dans nos provinces. Je pense que ces gouverneurs ont préféré s'atteler à la partie politique que de s'occuper de la partie juridique. Et même quand on est en train de construire un état de droit, c'est la question du droit qui doit être une question primordiale. Il y a un moment, moi je pense que des difficultés, ils vont rencontrer réellement des difficultés. En ce moment-là, ce serait le fonctionnement de la province elle-même. Parce que lorsque vous regardez comment fonctionne l'Assemblée provinciale et comment fonctionne le gouvernorat, l'Assemblée provinciale a un rôle de contrôle sur les actes que pose l'exécutif provincial. L'Assemblée, elle a aussi le rôle que de pouvoir initier certaines édits, que pour aider la province à être gouvernée, pas de manière anarchique. Et maintenant, lorsque interviendront ces difficultés, que va-t-il se passer? C'est à ce moment-là qu'on va sentir que l'état de droit que nous voulons créer, nous ne le créons pas, mais au contraire, nous sommes en train de mettre nous-mêmes, on va dire, de la boue sur la propriété que nous sommes en train de faire. Je donnerai par exemple le cas du gouverneur de Sankourou. Sankourou, nous savons que le gouverneur, après l'ordonnance du chef de l'État,
La Constitution prévoit que l'on passe devant l'Assemblée provinciale avec le programme de son gouvernement pour donner ces programmes aux élus et être investi par ces élus. Et donc, c'est une espèce de, on va dire, un visa pour que vous commencez à poser les actes. C'est au même type que le gouvernement au niveau national. Les gouvernements nommés par le chef de l'État, mais tant qu'ils ne sont pas passés devant l'Assemblée, tant qu'ils n'ont pas donné leur programme, l'Assemblée nationale, donner leur programme, obtenir l'investiture, on peut dire aussi les quitus de celui-là, que pour rentrer réellement en fonction. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas rentrer en fonction. Et donc, ça veut dire que, par exemple, pour le cas de Sankourou, le gouverneur garde sa casquette de gouverneur, mais sans pour autant pouvoir réellement fonctionner en tant que tel. Donc, il n'avait pas été investi. Jusqu'à preuve du contraire, ce gouverneur n'avait pas été investi. Et semblerait-il, je n'ai pas tellement l'information là-dessus, mais il semblerait que l'Assemblée provinciale a déjà procédé à sa destitution. Là encore, on va se poser des questions sur base de quel acte. Je ne saurais pas trop le dire, mais je pense qu'il faudra peut-être jeter un coup d'œil attentif dans le règlement intérieur. Quel est le délai que le règlement intérieur donne aux différents gouverneurs que pour pouvoir présenter leur programme au niveau de l'Assemblée, en dehors ces délais, quelle est la sanction que ces derniers qui n'ont pas présenté les choses, le programme pour être investi, quel est le délai qu'il faut que pour considérer que définitivement, il faut destituer celui-là qui n'a pas présenté son programme pour l'investiture. Maintenant, vous dites que les gouverneurs qui continuent à prester, malgré leur déchéance, c'est beaucoup plus, ils s'appuient beaucoup plus sur la béquille politique. Je dirais ça. Ils font fi à l'aspect juridique. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une jurisprudence que vous, le PPRD, que vous, l'ancienne majorité présidentielle, avez-vous déjà jeté, avez-vous déjà mis en place? Parce qu'on avait vu en son temps, il y avait des gouverneurs réhabilités par la Cour constitutionnelle, mais vous les avez laissés sur le banc de touche. Vous avez passé outre. Est-ce qu'ils ne s'appuient pas aussi sur ça? De manière logique, on va dire. Nous construisons un état de droit. 2-3 erreurs peuvent avoir eu lieu dans le passé. Mais je me demande si on peut parler des erreurs. Donc avant, ce n'était pas l'état de droit. S'il vous plaît, je dis, nous sommes en train de construire. Nous avons commencé à construire notre état de droit avec le référendum de la Constitution que nous utilisons aujourd'hui depuis 2005. Nous sommes sur ces schémas-là. Et c'est sur ces chemins de la construction de l'état de droit, nous avons eu une constitution qui trace les grandes lignes de comment nous pouvons gérer différentes institutions au regard des différentes dispositions constitutionnelles. Alors, cet état de droit qui s'est construit, normalement, ne doit pas souffrir de certaines impairs, on va dire. Mais je crois que lorsque je commençais mon propos, je dis qu'il faut peut-être faire la distinction entre deux actes. Il y a les actes juridiques, parce que nous construisons un état de droit, mais il y a aussi, nous les juristes, nous disons aussi qu'il ne faut pas aussi faire du juridisme à outrance. Deux fois, il faut créer un cadre qui va permettre à ce que les hommes se parlent, que les institutions puissent avoir une espèce de, on va dire, un conseil d'une autorité de tutelle que pour permettre à ce qu'il y ait l'avancement. Parce que les problèmes sont créés par des hommes. C'est les problèmes que les hommes créent qui vont vers les institutions pour pouvoir trouver des solutions. Parce que aussi dans cette histoire des provinces, nous avons aussi appris qu'il y a des députés provinciaux aussi pour des questions d'ordre pécuniaire. C'est des avantages. Apparemment, c'est beaucoup plus cette question. C'est des avantages que ne le voient pas. Le problème de chantage qu'on entend. C'est des avantages que ne le voient pas. À tort ou à raison, je ne saurais le dire. Semblerait-il de fois les gouverneurs sont servis mieux que les députés provinciaux, alors que les uns estiment que c'est nous qui vous avons élus. Puisque nous vous avons élus, nous devons essayer de faire les choses de manière équilibrée. Donc, il y a plusieurs raisons. Alors, par rapport à ces raisons-là... Avec le phénomène motions alimentaires. Par rapport à ces raisons-là, nous disons,
qu'on doit quand même faire un effort parce que nous sommes dans un état de droit. Aujourd'hui, c'est peut-être au ministère de l'Intérieur, je pense. C'est ça le ministère des tutelles, on va dire, que de pouvoir approcher les différents gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales que pour voir où est-ce que le bas blesse. Créer un cadre qui peut leur permettre de continuer à fonctionner. Mais si le cadre ne permet plus, même si on veut traiter politiquement et que les choses sont arrivées au point où l'Assemblée provinciale a déjà destitué. Les choses sont arrivées au point où le gouverneur de province lui-même a déjà saisi la juridiction compétente. Je pense qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour qu'il y ait un intérim. Celui qui a été destitué ne peut plus poser des actes juridiquement. L'intérim tel qu'il est prévu dans la loi, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu dans les règlements intérieurs? C'est celui qui, je pense, le vice-gouverneur qui doit pouvoir prendre les actes en attendant que la situation expédier les affaires courantes. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que non, à la lecture de la Constitution, les articles, je crois, 197, 198, l'un parlant de la chose des députés provinciaux, l'autre parlant de gouverneurs de province, il y a un dernier recours qui est le chef de l'État. Mais même pour le chef de l'État, il y a une procédure. Il faut que les dossiers de ces gouverneurs soient discutés en Conseil des ministres. D'abord, il faut requérir en concertation avec le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. C'est toute une procédure pour discuter en Conseil des ministres, qui est pour arriver à révoquer celui-là de ses fonctions. Mais lorsque aussi le président peut prendre pareille décision, suivant la Constitution, dans les 30 jours, je crois, qui suivent, il faut organiser les élections. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation flottante. Quel est le rôle, disons, la place aujourd'hui, la qualité aujourd'hui qu'a la CENI, pas la CENI, le bureau de la CENI. Je pense qu'ils ont fait un mandat, qu'il va falloir d'abord organiser la CENI. Et en même temps... pour pouvoir aller aux élections. Et le temps fait... Et le chef de l'État aujourd'hui ne peut pas, au regard de cet état de droit que nous sommes en train de détruire, de construire plutôt, le chef de l'État ne peut pas se permettre de nommer un gouverneur. Alors que la loi ne prévoit plus aujourd'hui qu'il nomme un gouverneur. Au contraire, c'est là doit être maintenant, élu. que faire? Parce que, prenons l'exemple de la province du Haut-Lomami, il y a même la Cour constitutionnelle qui avait déjà rendu son arrêt confirmant la déchéance du gouverneur. Est-ce que là, c'est toujours, le problème se situe toujours au niveau du gouvernement central, au niveau du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, maintenant, il faut se poser la question, ou au niveau de la CENI, au niveau de la juridiction qui a rendu la décision. Ce gouverneur a-t-il été notifié? Parce que la notification d'une décision aussi, c'est un préalable. Dès que le gouverneur est notifié, en ce moment-là, il ne peut plus poser les actes. Il y a le vice qui doit pouvoir assurer les... sûrement quand la Cour constitutionnelle rend son arrêt, elle notifie. Oui, mais lorsque la personne pose un problème au niveau de la juridiction compétente et que la juridiction n'a pas encore répondu, à ce moment-là, on va dire que ça suspend tout ce que vous avez fait là, il peut continuer à poser les actes. Mais lorsque la juridiction aura répondu et que après cette juridiction-là, il n'y a pas un recours à faire, donc on lui notifie la décision. Quand on lui notifie la décision, il ne peut plus continuer à prester. Il y a un système d'intérim qui est organisé automatiquement. Si ce n'est pas le vice-gouverneur, parce que nous avions vu, je crois que à l'époque, on était sous le gouvernement des gouverneurs spéciaux, des commissaires spéciaux. Il y a eu, je crois, un gouverneur qui a été destitué. Le vice-gouverneur, Madame Bijoukat, avait refusé de pouvoir assurer l'intérim. Oui, c'était dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, voilà, dans le Haut-Katanga. Et je pense que l'intérim a toujours été organisé. Même si le vice ne peut pas assurer l'intérim, s'il est solidaire, il y a le vice-président qui peut... Il y a toujours, au niveau de l'administration, un président, un directeur de l'administration, au niveau de l'administration de l'intérieur de la province, sinon, on va dire un chef de division, en tout cas un doyen au niveau grade qui va prendre la province en gestion. Et donc, le gouverneur n'est pas, c'est pas la personne qui compte, absolument. Ni le vice-gouverneur n'est pas absolument la personne qui compte.
l'administration est organisée. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui peut pouvoir assurer. Maintenant, dans le cas d'espèce, je pense, s'il vous plaît, à mon humble avis, s'il vous plaît, que je termine avant que je ne me perde là-dedans. À mon humble avis, il y a un rôle que doit jouer le gouvernement central à la date d'aujourd'hui. Bon, comme le problème se pose beaucoup plus, vous l'avez d'ailleurs insinué, vous l'avez d'ailleurs souligné, le problème se pose beaucoup plus au niveau politique. Pourquoi vous n'arrivez pas à aborder ça au niveau du comité de suivi de la coalition FCC-Cash? Parce que le temps file, hein. Ça fait, la situation a totalisé presque une année, et même plus. Non, je pense le statu quo, les provinces concernées sont presque bloquées, et en fin de compte, c'est la population, c'est le développement, c'est les conditions de vie de la population qui en souffrent. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une situation flottante, mais ça n'empêche pas la province de continuer parce que les principes d'intérim existent. Les Sankourou, ici, il n'est pas question d'intérim. Les Sankourou, par exemple. Les gouverneurs déchus continuent à prester, à poser des actes. C'est pour cela que moi, je suis en train de me poser une question. Comme je n'ai pas vu l'acte, nous, les juristes, nous disons, notre réflexe à nous, c'est la référence au texte. Je n'ai pas vu les textes de notification. Mais je dis que je pense que c'est quand même une grande personnalité, un homme politique important. Quand on est gouverneur d'une province, on n'est pas censé ignorer la loi. Je pense peut-être qu'il n'a pas encore été notifié. La justice peut rendre sa décision, mais est-ce que la justice a pris soin de faire notifier à la personne concernée la décision qu'il a prise sur son cas? S'il est notifié, celui-là doit pouvoir ne pas poser les choses, les actes. S'il n'est pas notifié, même s'il est notifié, lorsque je dis que le ministère de tutelle, donc le ministère de l'Intérieur, c'est pas aujourd'hui la question de FCC Cash qui doivent se mettre ensemble. Le gouvernement central est là. C'est au gouvernement central, avec les ministères concernés, que de pouvoir appeler en consultation ces personnes, voir avec eux. On vous a notifié. Si on vous a notifié, eh bien, on vous cède la place et que ceux qui sont réellement compétents pour faire l'intérim, qu'ils fassent l'intérim. Bon, à voir la manière dont les choses se passent sur le terrain, c'est comme si les gouverneurs en question soupçonnent le FCC de tirer les ficelles. Et par conséquent, ils ont choisi de s'appuyer sur l'autre camp. Et l'autre camp trouve que c'est pas mal de les appuyer. Non, mais je crois qu'il faut aussi qu'on fasse la part des choses là-dedans. Qui sont ces gouverneurs qui ont été destitués par les assemblées provinciales et qui sont du FCC? Non, je dis ceci. Leur déchéance. Comment est-ce que le FCC... Les gouverneurs en question soupçonnent certains poids lourds du FCC d'avoir tiré les ficelles, d'avoir commandité leur déchéance. Et en fin de compte, ils se rabattent sur l'autre camp, donc le cash, pour se maintenir en se servant de la jurisprudence politique des années où la MP, AMP, était aux affaires, était à la tête du pays. En tout cas, nous n'avions pas eu autant de gouverneurs de province qui étaient en train de prester alors qu'ils avaient été déjà destitués par les assemblées provinciales. Non. On va dire qu'il y a un peu plus de laxisme aujourd'hui. C'est ça que nous pouvons dire. Mais aussi, ce qu'il faut aussi dire, ce n'est pas aujourd'hui les FCC et les CACH qui vont se mettre ensemble pour voir la situation de cette gouverneur des choses. Non. Et aussi, on ne va pas aussi dire que ce n'est pas non plus les FCC qui a tiré les ficelles pour que ce gouverneur ne puisse pas fonctionner. Regardez, les gouverneurs, normalement, quand ils travaillent, ils font un travail en confiance, sinon un travail en concertation, on va dire, assemblée provinciale et exécutif provincial. C'est ça aussi la qualité des hommes d'État. Vous ne pouvez pas vous enfermer seul dans votre bureau sans voir qu'il y a des gens qui attendent des retombées de vous, des retombées en termes de travail, qui peut leur permettre de pouvoir vous contrôler. Qu'est-ce que vous faites? Des retombées en termes de contrôle, des retombées en termes d'organisation du travail avec les différentes lois qu'elles peuvent sortir. Des retombées aussi en termes financiers. Il faut servir. Des retombées aussi, effectivement, en termes
financière. Il faut servir la Parce famille qu'il y a politique. toujours une dotation qui vient du gouvernement central qui va vers l'intérieur. Je ne dis pas que c'est le cas, mais nous avons parfois déjà eu des informations où parfois l'exécutif provincial est peut-être mieux servi que l'exécutif les assemblées provinciales. Maintenant, pour Parfois, terminer, on vous dit il y a des tireurs, lui-même tire le ficelle, le gouverneur, on appauvrit les députés provinciaux que pour les mettre dans un état de dépendance et que pour faire passer aussi certaines les autres décisions. Oui, de leur Ernestine Nyoka. Maintenant, au cas où le statu quo perdurait, quelles sont les conséquences de la gestion des actes que ces gouverneurs continuent à poser? Si le statu quo perdure, nous pouvons être sûrs que ces provinces ne seront pas bien gérées. Les cahiers des charges ou le programme de ces gouverneurs, l'objectif qu'on a voulu atteindre, que lorsqu'on a fait sa campagne, quand je serai élu gouverneur, moi je ferai ceci, ne sera pas atteint. S'il n'est pas atteint, c'est au détriment de la population. Et donc, nous pensons que à un moment bien précis, il faut absolument que le gouvernement central s'implique sur la question, que pour pouvoir, tel que j'ai vu au niveau déjà du gouvernement, le Premier ministre avait créé un cadre de travail avec le ministre de la Justice et certains autres ministres tout autour de la question. Il avait responsable du ministre de la Justice, les ministres de l'Intérieur dans ces cadres de concertation, que pour pouvoir examiner au cas par cas. Malheureusement, quand nous commençons, les conciliabules ou les enquêtes, nous prenons toujours trop de temps. Mais je crois que le gouvernement s'est déjà attelé. Parce qu'il faut absolument que la question politique puisse être trouvée pour donner la place à la question juridique qu'est de pouvoir évoluer. Voilà, merci beaucoup Ernestine Nyoka. La valeur des actes que le gouverneur déchu pose aujourd'hui sur le plan juridique, administratif, sur le plan politique. C'est cette question qui a permis que nous puissions approcher Ernestine Nyoka, qui est juriste, qui est avocate, bien connue dans la capitale de la RDC et même sur toute l'étendue du territoire national en tant qu'une femme qui fait parler d'elle. Merci d'avoir accordé une attention soutenue à ce magazine. Nous sommes Télé 50. Continuez à nous suivre car le programme continue sur votre télévision. Au revoir.